Bonjour à tous les participants, bienvenue à ce webinaire de MS Solutions en ce 2 février 2023. Mon nom est Marie-Ève et ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci de vous joindre à nous cet après-midi. On vous parle de 3 stratégies simples et efficaces pour votre cybersécurité. Quand il est question de cybersécurité, ce qu'on veut vous démontrer aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de la très grande solution, très complexe et très coûteuse. Il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire pour maximiser notre utilisation de la cybersécurité et de nos outils déjà en place. Donc, avant de commencer, pour nous, on vous en parle beaucoup, mais c'est parce que c'est une belle fierté pour notre équipe. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu encore, nos systèmes de gestion de la sécurité de l'information chez MS Solutions sont maintenant certifiés ISO 27001. Une très belle nouveauté en ce début 2023. Pour ceux qui ne connaissent pas ISO 27001, c'est une norme internationale qui décrit les bonnes pratiques à suivre pour les systèmes de gestion de la sécurité de l'information. Donc, chez MS, notamment notre cloud est certifié en ce sens. Donc, ça nous fait plaisir maintenant là, de passer au vif du sujet. On vous parle aujourd'hui de cybersécurité. Donc, on vous parle de géofencing. On va vous parler du terme français aussi tantôt. Surveillance du dark web et sensibilisation à la cybersécurité. C'est 3 sujets qui reviennent souvent. À travers tout ça, un petit peu, on va vous parler de la loi 25 également. Donc, en ma compagnie aujourd'hui, mon collègue Bernard qui est là, qui a aussi géré les efforts pour obtenir la certification ISO 27001. Merci d'être là, Bernard, avec nous, puis félicitations à toi et ton équipe pour cette belle nouveauté. Merci beaucoup, Marie-Ève. Content d'être là avec vous. Super, ça fait plaisir. Et on a Guillaume, nouvellement directeur des ventes chez MS Solutions. Merci d'être avec nous, Guillaume. Félicitations pour ta promotion en passant. Merci beaucoup aussi, puis bien content d'être avec vous cet après-midi. Génial. Alors, on continue et on saute rapidement dans le vif du sujet. On sait que votre temps est précieux. On commence par vous parler de géofencing, puis cette image-là, 10 000 mots. Hein? En fait, Bernard, elle parle beaucoup. Tout à fait. La notion de géofencing, on va l'expliquer un petit peu plus en détail dans les prochaines diapositives, mais c'est une façon de contrôler un petit peu géographiquement les connexions, puis de mettre des stratégies de protection en lien avec l'origine et certaines mesures, soit physiques ou soit géographiques, de connexion. Et cette image-là, ben, qui est juste une capture d'écran très rapidement prise cette semaine sur des dynamiques d'attaque sur certaines consoles de surveillance en ligne, témoigne bien à quel point il y a constamment des attaques qui sont intercontinentales puis entre différents pays. Alors, c'est là où le geofencing peut prendre sensiblement de sens, beaucoup de sens pour les entreprises qui, elles, si elles ne veulent pas être exposées à toutes ces tentatives de connexion-là qui sont automatiques, qui viennent de partout sur la planète. Dans la prochaine diapositive, un peu comme Marie-Ève le dit en entrée de jeu, le terme français, qui est un peu cocasse, mais en même temps, c'est ça le terme, geofencing, on pourrait le traduire en gardiennage géographique virtuel. Donc, en d'autres mots, c'est d'utiliser certaines informations sur l'origine d'une action, que ce soit une connexion ou autre, pour déterminer si on permet ou pas et de quelle façon on encadre cette communication-là. Les façons de faire du contrôle, bien, comme c'est indiqué ici en bas, ça peut soit être par GPS, soit avec des puces RFID, ou dans ce qui nous concerne aujourd'hui, davantage à partir d'adresses IP qui, elles, souvent sont associées à des pays, plutôt à des fournisseurs qui exercent dans certains pays. Et c'est avec ça qu'on est capable de faire une partie des travaux de géofencing et de protection géographique. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on commence par définir avec la relation avec un environnement client, de déterminer quels sont leurs besoins. Les besoins, on va les vulgariser de la façon suivante. On va convenir avec l'entreprise où se situent les opérations de l'organisation, c'est-à-dire, l'action de l'organisation, ça va être à partir de quels endroits peuvent se connecter du personnel. Et prenons Microsoft 365 parce que c'est le principal objet de notre discussion aujourd'hui. Qui peut, dans cette entreprise-là, établir des connexions à Microsoft 365 afin de pouvoir consulter les ressources, accéder au courriel, accéder au SharePoint, aux Teams et compagnie.
Une fois qu'on a défini les zones géographiques à partir desquelles les gens vont se connecter, ce qu'on appellera les emplacements, on ne va pas utiliser ces zones-là pour ensuite de ça mettre des mesures de contrôle en lien avec les actifs qu'on va juger importants. Les actifs importants, ça va être justement le système de messagerie, ça va être le Teams de SharePoint. Pour certains cas, ça va être aussi d'autres applications et services qui sont utilisés en collaboration avec Microsoft 365, soit en single sign-on, donc en utilisant la fédération Microsoft 365 ou Azure AD pour se connecter. L'objectif, c'est de mieux contrôler les connexions qui affluent vers votre environnement 365. Et si, on le verra tout à l'heure, mais si on est capable de juste dire, nous, les gens qui se connectent à notre environnement, c'est exclusivement des gens qui sont en sol canadien et qu'on met en place des emplacements, des mesures pour contrôler ces accès-là seulement à partir du sol canadien, eh bien, on vient de se sauver un petit peu de risques et de troubles parce que les tentatives d'attaque qui sont vraiment constantes, comme on le voyait dans la capture d'écran initiale, elles proviennent de tout partout sur la planète et tentent leur connexion justement dans tous les environnements 365. Puis on verra qu'est-ce qui est à l'origine souvent de ces connexions-là. Là. C'est le dark web, on y viendra tantôt. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va surtout se pencher sur Microsoft 365 parce que c'est une superbe plateforme qui est collaborative, bien sûr, mais c'est surtout un endroit où on est capable de se connecter de partout sur la planète. C'est une des forces. Tout le monde le sait, que ce soit votre cellulaire, votre tablette, votre ordinateur, que vous soyez à la maison, au bureau, en déplacement ou autre, c'est possible d'y accéder. Mais ça comporte des avantages et quelques petits inconvénients aussi. Vous avez, c'est très petit, j'en suis désolé, mais vous avez un exemple de journaux de connexion dans un environnement Microsoft 365. Ces journaux de connexion-là, on a mis en flou un petit peu des adresses et certaines informations par fin de confidentialité. Mais comme on le voit dans l'encadré un petit peu plus grand, le suivant, on est capable de voir que dans les connexions, on est capable de voir l'origine de la connexion. Dans le cas présent, dans la dernière colonne de droite, vous voyez que c'est une entreprise qui œuvre principalement en sol canadien, donc des connexions au Québec, Lévis, Colombie-Britannique, nord des États-Unis et compagnie. Et ce sont tous des connexions, comme on peut le voir dans la deuxième colonne, qui ont été réussies. Pourquoi? Bien, les utilisateurs avaient le bon nom usager, le bon mot de passe, et souhaitons-le pour cette entreprise-là, ils avaient aussi l'authentification multifacteur qui a permis de mener à bien cette connexion-là. Dans l'ensemble de diapositives, dans la diapositive suivante, on va aussi aller chercher l'encadré un petit peu plus grand. On peut voir qu'il y a encore des connexions. Cette fois-là, ça a tout été des échecs, mais c'est la même organisation. Là, je vous invite à porter une attention dans la colonne de droite sur l'origine des connexions. Alors, Vietnam, LA, j'imagine, soit Laos ou autre, je peux me tromper, en Inde, en Chine, en bas. Donc, c'est des tentatives d'attaque automatisées qui proviennent, pas d'employés, clairement, de gens qui sont malveillants, qui sont partout sur la planète. Mais ces tentatives de connexion-là des gens, puisqu'elles sont faites à partir de processus automatisés, malheureusement, peuvent venir qu'à finir par casser la sécurité d'un environnement informatique d'une entreprise. Là, heureusement, pour cette entreprise-là, c'était constamment des échecs qui ont été fournis, c'est-à-dire que les tentatives de connexion se sont essayées avec un nom usager et un mot de passe et que ça n'a pas fonctionné, ou nom usager mot de passe qui aurait fonctionné, mais qui a été bloqué par l'authentification multifacteur. La diapositive suivante, j'ai mis en vert finalement tous les pays parce que par défaut, Microsoft 365 est accessible de partout sur la planète. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Passons à la diapositive suivante parce que quand on s'arrête à y penser, est-ce que c'est vraiment le cas qu'on a besoin de se connecter et de permettre les connexions de partout sur la planète? Selon nous, on estime que par défaut, il serait préférable de bloquer l'accès à tout le monde. Et que par défaut, eh bien que ce soit personne qui puisse se connecter, sauf quelques pays identifiés parce que ce sont vraiment des emplacements où on a des ressources qui travaillent. Dans la carte très élargie que j'avais sous les yeux,
Alors là, on a certains pays qui ont été autorisés dans les connexions. Et puis, si on zoome un petit peu avec la petite capture d'écran suivante, on voit que les seuls pays autorisés ont été Canada, États-Unis, on a l'Espagne, on a la France et on a l'Italie, qui sont les seuls pays à partir desquels on a jugé que c'était approprié. Ça, c'est un cas de figure d'une entreprise qui aurait quelques télétravailleurs ou des gens qui vont en voyage à l'occasion en Europe. Donc ça permettrait les connexions de ces gens-là. Mais, par défaut, plusieurs autres pays, qui sont parfois les pays à l'origine de tentatives de connexion malicieuse, eh bien, eux autres seraient par défaut bloqués. Les grandes lignes dans les accès conditionnels et les stratégies qu'on peut mettre en place, c'est que, comme je l'ai mentionné avec le visuel qui était en rouge, on commence par définir les pays qui sont légitimes avec l'entreprise. On configure ces emplacements nommés-là, c'est-à-dire on détaille c'est quoi les pays qu'on juge acceptables. On crée une stratégie qui, par défaut, va dire non, personne ne peut se connecter. Alors là, on arrive avec, souvent vous allez entendre ça, security by default. Donc, on part avec un précepte que, en partant, c'est non. Et c'est à l'aide d'exclusion que nous allons dire, ah, sauf pour toi. Et là, le sauf pour toi, ça va être sauf pour le Canada, sauf pour les États-Unis, sauf pour l'Espagne, pour la France, pour l'Italie ou autre, comme il y avait dans la capture d'écran suivante. Et assurément, une fois qu'on a défini ça, on peut appliquer ça soit à des utilisateurs individuels ou soit à des groupes d'utilisateurs. L'important, comme on va le voir, c'est Guillaume qui va nous présenter les détails de ça, c'est de détenir les bonnes licences, mais juste avant de passer au volet licence, une chose qui va être importante, c'est non seulement d'avoir bien détaillé c'est quoi les pays qui sont légitimes, mais ça va aussi être important de prendre le temps d'indiquer ou de planifier qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on doit déroger de ce par défaut-là. Parce que lorsqu'on a un dirigeant d'entreprise qui avait juste autorisé le Canada, mais il décide d'aller en vacances aux États-Unis, ben, il va peut-être trouver ça fâcheux de ne pas pouvoir se connecter. Avec un petit peu de planification à faire pour faire les ajustements afin de répondre à des besoins plus ponctuels. Je te laisse aller, Guillaume, avec le volet licence, si tu le veux bien. Merci, Bernard, pour cette belle explication. Donc, c'est ça, comme Bernard le disait, quand il est question de fonctionnalité, là, on parle toujours de licence. Donc, il faut avoir les bonnes licences pour pouvoir activer le géofencing et l'accès conditionnel. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, on a mis quelques fonctionnalités qui sont disponibles dans Microsoft 365, donc peut-être le top 5 même des fonctionnalités de sécurité qui sont disponibles dans Microsoft. On parle ici spécifiquement pour l'accès conditionnel de Azure Active Directory Plan 1. Donc, si vous avez déjà cette licence-là, elle est incluse entre autres dans Business Premium. Ça va vous permettre de faire du geofencing, donc autrement dit l'accès conditionnel de gestion là, des utilisateurs. Puis, il y a d'autres fonctionnalités intéressantes de sécurité que vous pouvez avoir si vous avez les licences Business Premium. Donc, Azure Active Directory P1, advenant le cas que vous avez seulement des licences basic ou standard, vous pouvez l'ajouter à la pièce. Par contre, on encourage toujours d'aller sur Business Premium, qui est un forfait qui va regrouper non seulement Azure Active Directory P1, mais qui va rajouter toutes les autres fonctionnalités plus bas, donc entre autres Azure Information Protection, qui est en réalité une fonctionnalité qui permet de classifier et de protéger certains renseignements. Donc, vous pouvez entre autres mettre des mots-clés comme quoi, si un courriel contient tel ou tel mot-clé, soit qui va être encrypté, soit qui ne pourra juste pas être envoyé, par exemple. Donc, ça peut être fait pour des numéros d'assurance sociale, des cartes de crédit, des choses comme ça. Donc, dépendamment le type d'industrie dans laquelle vous travaillez, c'est le genre d'information qui pourrait être potentiellement bloqué ou alerter certains gens dans le cas de courriel qui contiendrait ces informations-là. Vous avez aussi Defender pour entreprise qui se trouve être un antivirus avancé, donc ce qu'on appelle un Endpoint Detection and Response, donc un système d'autodéfense contre les cybermenaces. Donc, ça va protéger votre parc informatique, entre autres vos ordinateurs, vos serveurs contre des potentielles vulnérabilités. Puis, entre autres, on a également Defender pour Office Plan 1 qui est inclus dans Business Premium, qui va être à ce moment-là, pas nécessairement pour les ordinateurs et serveurs, mais plutôt pour les courriels. Donc, tous les courriels qui vont entrer dans la boîte vont être scannés
pour voir s'il y a des potentiels liens ou pièces jointes qui pourraient être malicieuses. Puis si c'est le cas, ben, au lieu de se rendre à l'utilisateur, ben, ça va être bloqué. Donc, ça peut réduire grandement le risque qu'un utilisateur clique sur une pièce jointe ou un lien qui pourrait infecter le réseau ou se fasse prendre, là, comme on va le voir plus tard, par un courriel d'hameçonnage puis qui rentre ses informations dans une plateforme dans laquelle il ne devrait pas. Puis finalement, on a Intune qui vient compléter notre top 5 si on veut de fonctionnalités de cybersécurité dans Business Premium qui vient à ce moment-là gérer vraiment tous les appareils mobiles, qui va contrôler un petit peu mieux l'information à distance. Donc, c'est super pertinent avec le travail hybride, le travail à distance, puisque vous pouvez segmenter les données sur les appareils là, qui vont être plus personnels à l'employé versus celles qui vont appartenir à l'entreprise. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si un employé quitte l'entreprise, vous pouvez, par exemple, tout effacer les données à distance ou si un portable est volé, bien, vous pouvez également là, contrôler l'information, donc la retirer de l'ordinateur à distance. Vous pouvez faire des gestions de permission de droits sur l'information. Donc, les gens pourraient être potentiellement bloqués de partager des données à l'externe. Donc, vous pourriez contrôler un petit peu mieux la documentation propre à l'entreprise, dépendamment encore une fois du type d'industrie. Donc, c'est plein de fonctionnalités qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans la cybersécurité, puis mieux protéger votre entreprise là, contre diverses menaces. Donc, je repasse la balle à toi, Bernard, pour compléter le géofencing. Merci beaucoup, Guillaume. Comme vous le savez tous, il y a eu quand même beaucoup de tapage médiatique autour de la loi 25, c'est-à-dire les requis maintenant par les entreprises de se conformer à de meilleures pratiques, notamment pour la protection des renseignements personnels au Québec. Pourquoi on fait un lien avec ça? Mais de façon très simple, au-delà du fait que c'est une obligation légale maintenant de s'y conformer, le géofencing peut s'inscrire très aisément dans une stratégie d'améliorer la protection des renseignements personnels pour les organisations. Comme vous l'avez remarqué, en étant en mesure de réduire notre surface d'attaque, donc en réduisant les potentielles connexions externes de pays très peu probable ou absolument pas possible qu'on soit présent pour se connecter ou que notre personnel se connecte, eh bien, en abolissant les possibilités de ces pays-là de se connecter, on réduit notre surface d'attaque. Donc, c'est un pas dans la bonne direction pour la protection de l'information, puis c'est des bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Donc, tout à l'heure, j'ai fait une petite allusion au Dark Web. Il faut comprendre que les multiples connexions qu'on voyait tout à l'heure du Vietnam, de la Chine, d'autres pays, de l'Inde et compagnie, là, faut comprendre que c'est pas des pays qui sont fondamentalement méchants. C'est juste que ce sont souvent des tremplins à partir desquels il y a des actions qui sont faites. Et l'origine de ces actions malveillantes-là est très souvent le Dark Web lui-même. Pourquoi? Le Dark Web, j'essaie de trouver un parallèle pour une façon de le présenter puis le vulgariser. Puis je pense que le plus simple, c'est l'équivalent de dire que c'est un genre de Amazon pour les pirates informatiques. En ce sens que c'est un endroit où ils peuvent trouver plein de choses intéressantes pour eux. C'est du transactionnel, mais pas grand public. C'est accessible par des navigateurs Internet plus spécifiques et c'est là où il se fait beaucoup de transactions, habituellement avec de la crypto-monnaie pour être capable de ne pas avoir de traçabilité. Et c'est là où les personnes malveillantes vont soit venir s'acheter des attaques ou soit venir s'acheter des coordonnées, des informations sensibles d'utilisateurs. Donc, si un utilisateur donné s'est fait accidentellement subtiliser ses informations, soit parce qu'il veut cliquer sur un courriel malveillant puis c'est son usager mot de passe, a été saisi par l'attaquant parce que il est arrivé sur un site puis il a ses informations ou il l'a fait sur un cellulaire à partir d'un texto ou autre et ses informations et un logiciel espion qui a été déployé sur son poste ou autre, eh bien, toutes ces actions-là qui l'ont vulnérabilisé peuvent amener à ce que certaines des informations qui le concernent soient extraites et finalement revendues sur le Dark Web. Une fois que c'est rendu sur le Dark Web, un usager et un mot de passe ils vont être utilisés à l'intérieur de processus d'attaque très grand public, très grand volume. Et c'est là où il y aura des milliers et des milliers de tentatives d'attaque de façon journalière sur des milliers d'entreprises qui sont dans des grandes plateformes comme Microsoft 365, de par le fait que c'est une plateforme très populaire. Pourquoi il faut garder un œil sur le Dark Web?
comme je l'ai mentionné, le Dark Web, c'est l'endroit où va finir les informations sensibles des gens. Et qui dit information sensible, ça peut être de l'information dite personnelle, mais ça peut aussi être de l'information professionnelle. Par exemple, mon nom d'utilisateur et mon mot de passe que j'utilise me connecter à Microsoft 365, mais cette information-là, si j'ai la fâcheuse habitude de recycler mes noms usagés mots de passe d'un site web à un autre ou d'une plateforme où je suis membre à un autre, ce qui est possible, c'est que ma mauvaise hygiène de mots de passe, parce que j'ai recyclé mes mots de passe, le pirate informatique qui va trouver que mon nom d'utilisateur, c'est bdepré@msolution.ca, par exemple, et qui va décider d'utiliser mon mot de passe qui aurait déjà été fui sur le Dark Web et qui me concernerait, si j'ai eu la fâcheuse habitude de recycler ce mot de passe-là, bien parce qu'il a été compromis sur le Dark Web, bien, je peux devenir vulnérable sur plusieurs plateformes, à commencer par Microsoft 365. Un service de surveillance du Dark Web, c'est quoi? C'est un service qui va constamment aller lire et vérifier les bases de données présentes sur le Dark Web afin de trouver des informations. Par exemple, mon adresse de courriel, bdepré@msolution.ca. Dès que cette information-là est répertoriée et que j'en suis informé, bien, je peux apporter des mesures de correction. Mesures de correction serait quoi? Et si c'est indiqué dans la fuite qui m'a été rapportée que mon nom d'usager et le mot de passe, prenons pour exemple tout à fait farfelu, le FIDO 123. Si c'était ça mon mot de passe, bien, à partir du moment où j'en suis informé que c'est une fuite qui est survenue sur le Dark Web, je peux dorénavant m'assurer de retrouver l'endroit où j'utilisais ce mot de passe-là, ou les endroits, et assurément changer ce mot de passe-là. Parce que si je n'en suis pas informé, bien, les pirates informatiques vont tenter des connexions et finir par y arriver. Donc, la façon dont ça va se passer, je l'ai un petit peu dit dans mon explication précédente, le pirate informatique qui a réussi à compromettre ou trouver des informations compromettantes de nos usagers mots de passe sur peu importe quelle plateforme, bien, ça se peut qu'il décide de s'attaquer à la plateforme 365 des entreprises, surtout si c'est des adresses de courriel corporatives. De cette façon-là, il augmente ses chances de réussir à compromettre la sécurité parce que malheureusement, soit il n'y a pas de géofencing, soit il n'y a pas d'authentification multifacteur pour apporter la protection attendue au compte et un simple mot de passe avec une mauvaise hygiène, donc un recyclage de mot de passe sur LinkedIn, par exemple, et la même chose sur Microsoft 365, eh bien, je peux me retrouver compromis en quelques minutes et malheureusement, bien là, quand on touche à l'environnement Microsoft 365, on parle de courriel, ça peut toucher à notre réputation. Ma boîte de courriel pourrait être utilisée pour envoyer d'autres menaces à d'autres de mes relations de travail, puis je pourrais avoir des impacts négatifs de ce côté-là. Le service de surveillance Dark Web, ce que ça fait, bien, ça surveille les informations qui peuvent toucher votre organisation, donc tout ce qui est commercial, msolution.ca, tout ce qui est commercial, votre nom d'entreprise.com, CA, net et compagnie. Et aussitôt que quelque chose est découvert, l'information est instantanément acheminée à une personne responsable chez vous. Cette personne-là pourra venir se connecter dans la plateforme de surveillance du Dark Web, une plateforme qu'on va vous montrer à l'instant. Et une fois qu'il se connecte sur cette plateforme-là, la personne contact est capable de voir la nature de la fuite et en informer l'utilisateur dans son organisation qui est celui dont la fuite a fait l'objet. Donc, si c'est moi qui suis le responsable, je reçois une notification, je vois que l'adresse qui a eu une fuite, c'est l'adresse, par exemple, de Guillaume. Je me dépêche à aviser Guillaume. Guillaume, la fuite touche ton compte chez tel fournisseur et voici le mot de passe qui a fui. Assure-toi de changer ce mot de passe-là. Et surtout, assure-toi de faire le tour de tous tes potentiels abonnements à gauche et à droite où tu as peut-être recyclé ce mot de passe-là et assure-toi de les changer parce que cette correspondance-là entre ton nom d'utilisateur et ton mot de passe sont maintenant compromis. Tu ne peux plus les utiliser jamais. Et cette surveillance-là ben, va prévenir que Guillaume, de son côté, fasse l'objet d'attaques lorsque des pirates vont acheter cette liste de noms usagers mots de passe-là parce qu'il aura déjà rendu désuet les informations de sécurité qui ont fui, parce que cette information-là ne sera plus valide nulle part. La plateforme que nous, on a pour faire cette surveillance-là,
tout simplement, c'est notre plateforme de surveillance du Dark Web en continu. C'est un service très abordable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec un directeur de compte chez MS. Il va être en mesure de vous présenter un peu qu'est-ce que ça peut représenter comme investissement, mais c'est quand même très, très modeste, considérant que ça veut protéger votre organisation contre des attaques massives. Et l'intérêt dans ça, versus une solution très ponctuelle, comme souvent avez-vous déjà entendu Have I Been Pwned, qui est un site où, de façon granulaire, on peut aller vérifier si notre adresse a fait l'objet d'une compromission ou pas. Eh bien, la plateforme de surveillance du Dark Web d'MS Solutions, elle, dès qu'il y a quelque chose qui fuit, vous avez une notification de façon dynamique. Puis comme on peut le voir dans ce petit capture d'écran-là, des fuites peuvent être quand même très nombreuses. Ici, on a eu plusieurs fuites au mois d'octobre. Ensuite de ça, ça a été en décembre et plus récemment, une le 12 janvier pour ce client-là. Résultat, si ce client-là n'avait qu'utilisé un service ponctuel pour faire ses vérifications, à moins de le faire à tous les jours pour être informé, eh bien, avec un service automatisé, il ne le fait pas non seulement pour son adresse à lui, mais c'est toutes les adresses de l'organisation qui sont protégées par la même occasion. Voilà. Toujours un lien avec la loi 25, plus vous en connaissez sur les possibles fuites, plus vous contrôlez les vulnérabilités auxquelles vous êtes exposé, et plus vous en connaissez, plus vous êtes en mesure de réduire votre surface d'attaque. Donc, un service de surveillance du Dark Web vous aide à vous conformer à la loi 25, en ce sens qu'elle vous aide à être plus protégé. À partir d'ici, je vais passer la parole pour quelques diapositives à Guillaume, qui va nous parler de la sensibilisation et de la formation sensibilisation des gens à l'égard de l'hameçonnage. Je te laisse aller, Guillaume. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est notre troisième et finale stratégie qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, comment améliorer votre cybersécurité. Puis, on pense que c'est probablement une des meilleures. Donc, c'est une petite caricature aussi qu'on voit à l'écran par rapport à l'hameçonnage, donc, qui est au plus haut de nos jours. Donc, ça mord de tous les côtés. Les gens sont malheureusement très naïfs. Donc, la bonne chose pour les pirates, c'est que c'est rentable pour eux. Donc, il faut faire attention. Comme on va le voir un petit peu plus tard, là, il y a à peu près 90% des attaques qui commencent de par un courriel d'hameçonnage ou un employé qui n'a pas été vigilant face à une menace là, qui provenait justement d'un courriel ou d'une tentative texto, appel ou autre. Donc, on a une plateforme qu'on va vous présenter dans les prochaines diapositives qui s'appelle Vigilance. Peut-être que vous avez déjà vu une démonstration dans le passé de Bernard dans un de nos webinaires, mais cette plateforme-là gagne vraiment en popularité parce que c'est vraiment une des premières étapes qu'on suggère aux entreprises pour améliorer leur cybersécurité. Donc, si on fait une tranche d'histoire, si on recule de quelques années avant la pandémie, par exemple, souvent, ce que les entreprises faisaient, c'est qu'ils faisaient une formation là, en cybersécurité, peut-être une fois par année ou une fois ou 2 ans, peut-être jointe avec une tentative de simulation d'hameçonnage qui est envoyée à tous les employés en même temps. Donc, le désavantage de ça, c'est que naturellement, il y a des nouveaux employés qui arrivent dans l'entreprise. Donc, au fur et à mesure que ça avance dans les mois qui suivent la formation ou la campagne d'hameçonnage, les nouveaux employés ne sont pas nécessairement autant conscients de ça, puis ils n'ont pas été exposés à la campagne d'hameçonnage. Puis l'autre désavantage de ça, c'est aussi que souvent, si on fait une simulation ponctuelle comme ça, tout le monde va recevoir le même courriel en même temps. Donc, c'est facile, surtout aujourd'hui avec Teams, de dire attention Bernard, tel courriel d'Amazon, c'est une tentative d'hameçonnage, clique pas dessus, je me suis fait avoir. Fait que ça fait en sorte que ça fait un effet domino que on perd le point de la simulation qui est réellement de savoir qui se fait avoir ou pas, parce que les gens communiquent entre eux comme quoi c'est une tentative. Fait que ce qu'on recherche à avoir, c'est premièrement une formation continue pour autant les emplois existants que les nouveaux employés pour qu'ils renouvellent constamment leur connaissance et leur vigilance en cybersécurité. Puis deuxièmement, ce qu'on cherche à avoir aussi, c'est de la sensibilisation et des campagnes d'hameçonnage continues, puis surtout aléatoires. Qu'est-ce qu'on entend par aléatoire? C'est contrairement à l'exemple numéro 1, les courriels ne seront pas envoyés au même moment, puis ils ne seront pas identiques non plus. Donc, ça peut être des courriels de Amazon, comme ça peut être des courriels de Microsoft 365, comme ça peut être FedEx ou la banque ou autre. Donc, tous les employés vont recevoir des courriels différents à différents moments, ce qui fait en sorte qu'il n'y aura pas possibilité de s'avertir entre eux.
Puis, ça va être plus intéressant pour l'entreprise, parce que vous allez vraiment pouvoir voir qui se fait avoir versus qui va signaler les courriels, parce qu'il y a une possibilité d'intégrer avec Google ou Microsoft 365 qui permet de signaler les courriels à même votre Outlook, par exemple. Fait que si on passe à la diapositive suivante, c'est une petite analogie qu'on fait, la sensibilisation à la cybersécurité via la plateforme Vigilance. C'est une solution très peu coûteuse, mais qui a un gros impact. C'est même moins cher que le prix d'un café par mois par employé, si on le compare à notre coût annuel. Puis, surtout, ce qui est important de savoir, c'est qu'une plateforme comme ça, selon nos statistiques, va réduire de près de 100% le taux de clics des employés après quelques semaines, quelques mois d'utilisation. Donc, c'est ce qu'on recherche à faire pour éviter que l'entreprise soit exposée à une cyberattaque et que ça leur coûte finalement beaucoup plus cher que le coût de la plateforme. Alors, si on regarde vraiment les 5 étapes de mise en place, si on veut, de la plateforme, la première, ça va être un sondage initial qui va être envoyé à tous les employés qui vont devoir compléter obligatoirement, qui va essentiellement prendre leur niveau de connaissance ou de sensibilité à la cybersécurité au jour 1, avant même d'avoir reçu quelconque formation ou simulation d'hameçonnage. Fait que ce qui est intéressant, c'est que si on va voir les employés, selon leur expérience, c'est quoi leur niveau de compréhension, puis ça va potentiellement influencer leur code de risque aussi, dépendamment des réponses qu'ils vont donner. Donc, en deuxième lieu, il va y avoir une formation initiale, souvent 4 modules de 10-15 minutes chacun. C'est des diapositives et des vidéos que les employés vont consulter à leur guise au moment opportun. Idéalement, vous mettez une date limite, l'exemple de 1 mois ou 6 semaines pour que tout le monde ait suivi la formation et qu'ils prennent ça au sérieux. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les employés doivent compléter un questionnaire suite à la formation puis obtenir au moins 80% de score, sinon ils doivent recommencer la formation. Donc, on ne peut pas tout simplement skipper, si on veut l'expression, les slides ou les vidéos, puis se débarrasser. Il faut vraiment suivre bien le contenu pour être capable de bien répondre aux examens afin de passer les formations. Puis, une fois que ça s'est complété, là, il va y avoir 3 simulations de base qui vont être envoyées dans les premières 4 à 5 semaines qui vont être envoyées encore une fois de façon aléatoire à tous les employés, puis qui vont commencer à rentrer, puis on va voir essentiellement qui se fait avoir versus qui signale des courriels. Donc, ces 3 points-là, autant le sondage initial que la formation, que les simulations vont vraiment venir influencer la cote de risque par employé. Puis, la cote de risque va varier entre 500 et 1000. Donc, les gens qui sont dans le vert, qui vont être près de 500, donc c'est des employés qui vont avoir bien fait les formations, réussi des bons scores, puis qui vont avoir bien signalé les courriels de simulation, versus ceux qui sont près de 1000, qui sont dans le rouge. Finalement, tu ne veux pas ça, c'est parce que tu as raté des courriels, tu t'es fait avoir, tu as échoué les formations ou autre. Donc, ça, c'est vraiment les 3 points initiaux. Par la suite, on a un sondage de complétion qui va venir un peu clore la boucle par rapport à ces 3 piliers-là. Puis, en fin de compte, des simulations continuent tout au long de l'année, souvent de 1 ou 2 par mois, encore une fois avec différents modèles, différents moments. Puis, il n'y a rien qui vous empêche, vous, d'aller créer des modèles ou créer des nouvelles campagnes ou ajouter des formations plus facultatives qui pourraient être complémentaires à ces 5 étapes-là. Donc, si on passe à la diapositive suivante, on a une petite anecdote ici qui s'est passée chez nous, là, pas plus tard qu'un mois ou quelques semaines. Là. Donc, dans le temps des fêtes, ma solution, elle va offrir à tous nos employés en réalité une carte cadeau Amazon. Puis, naturellement, ça avait été envoyé par courriel avec un lien pour récupérer le code, là, si on veut, de la carte. Puis, ce qui est vraiment drôlement intéressant, c'est que les gens se sont mis à écrire dans Teams, dans notre chat d'équipe, si on veut, comme quoi qui remerciaient ma solution du cadeau. Par contre, c'est là que ça s'est mis à débouler. Il y a des employés qui se sont mis à dire, ben voyons, tu t'es fait avoir, c'est pas une vraie carte cadeau, c'est une tentative d'hameçonnage de vigilance. Puis là, tout le monde se lançait la balle. Non, c'est vraiment un cadeau. Non, c'est une tentative d'hameçonnage. Finalement, à un moment donné, les dirigeants, là, je me souviens plus si c'est Bernard ou Maxime ou Yves, là, a dit non, gang, c'est vraiment un cadeau. Donc, c'est là qu'on voit que la vigilance est vraiment augmentée là, quand on utilise une plateforme comme ça. Puis même des vrais courriels, des fois, on devient un petit peu plus vigilant, puis on se pose plus de questions. C'est ce qu'on veut encourager parce que des fois, de plus en plus, c'est sophistiqué ce genre de courriel-là. Fait qu'on veut que les employés prennent 1 seconde ou 2 de plus là, pour les analyser. Donc, au niveau de, si on regarde là, comment ça se produit une cyberattaque,
Souvent, dans 90% des cas, comme on disait, ça va commencer par un courriel ou un employé qui n'a pas été vigilant. Donc, les pirates vont envoyer en masse des courriels comme ça d'hameçonnage de différentes sources. Puis, la victime, donc l'employé non vigilant, va cliquer sur le lien suggéré, potentiellement entrer ses informations via une page web qui est drôlement semblable à celle, exemple, de LinkedIn ou Microsoft ou autre, là, mais qui n'a pas nécessairement le même domaine ou autre. Fait que le pirate va soutirer ces informations-là, puis va les utiliser pour commettre d'autres crimes, entre autres, se connecter, exemple, à Microsoft, infecter l'environnement d'un rançon logiciel, puis là, ça se met à débouler, puis là, l'entreprise, ça leur coûte cher en perte de temps, perte de données, perte de crédibilité, perte de productivité essentiellement, parce que ça prend plusieurs jours souvent à récupérer une attaque comme ça, puis redevenir là, up and running. Donc, si on passe à la diapo de loi 25, maintenant, si on fait le parallèle, encore une fois, naturellement, si on évite de cliquer des courriels pour entrer nos informations, on se protège contre des potentielles fuites d'informations. Parce qu'on veut vraiment sensibiliser les gens là, qui sont les vecteurs de la sécurité dans l'entreprise à être plus vigilants pour éviter justement de se faire prendre. Super, merci Guillaume. Merci Bernard. Je pense que c'était très, très clair comme présentation sur les 3 stratégies simples. Vous les voyez à l'écran actuellement. Le géofencing, la surveillance du dark web, la campagne de sensibilisation à l'hameçonnage en continu. Je pense qu'on a bien compris, puis vous avez bien démontré, messieurs, le cumul de ces 3 solutions fait en sorte que c'est une belle barrière initiale là, pour se protéger. Tout ça est bien sûr en adéquation avec la loi 25, puis on pourrait même ajouter que c'est aussi en adéquation avec une cyberassurance si vous êtes en quête d'une cyberassurance. C'est 3 solutions qui vont vous aider. Quelques petites questions. On a 2 petites questions. Le temps commence à manquer aussi. La première, allons-y pour toi, Bernard. Quand tu as parlé de géofencing, tu as parlé beaucoup de Microsoft 365. Est-ce que ça s'applique seulement à l'environnement Microsoft 365 ou le géofencing est une pratique qui peut s'appliquer sur d'autres plateformes? Ça peut s'appliquer à plusieurs différentes plateformes. Assurément, on a mis un peu la loupe sur Microsoft 365 aujourd'hui parce que notamment, il y a le volet protection de cette plateforme collaborative-là, et ça peut s'appliquer à plusieurs choses. On pourrait le voir dans la permission de connexion à des VPN d'une entreprise. Ça pourrait se voir, mon Dieu, vite comme ça, différentes cas de figure, mais prenons un exemple, une entreprise qui décide qui consomme un produit en ligne tel qu'un QuickBooks ou autre, il y a peut-être des mesures de protection qui pourraient être mises en place en lien avec ça. J'ai dit QuickBooks, ça me demanderait de vérifier, mais je repense à d'autres solutions que nos environnements clients ont et c'est le genre de choses qui est possible. Donc, pour réduire leur surface d'attaque aussi dans ces applications-là, qui sont des applications métiers importantes pour eux, eh bien, il y a des possibilités de mettre ça en place pour eux aussi. Oui, tout à fait. Super, merci Bernard. Petite question pour Guillaume maintenant. Tu nous as parlé des licences Business Premium. Pour une entreprise qui aurait des licences essentiellement Business Standard ou Business Basic, est-ce qu'il y aurait une possibilité de déplacer à Business Premium au cours de leur terme? Hein? On sait qu'avec Microsoft, il y a beaucoup de termes annuels maintenant. Est-ce que c'est possible? Oui, exactement, c'est possible. Donc, c'est tout simplement là, ce qu'on appelle une procédure là, de mise à niveau de upgrade. Là, en anglais, je cherche le terme francophone. Là. Donc, à ce moment-là, Microsoft c'est une licence plus élevée à coût supplémentaire qui inclut plus de fonctionnalités. Ils permettent de faire le upgrade en cours de terme sans nécessairement changer la date de fin du contrat. Donc, ça ne créera pas nécessairement un nouveau contrat d'1 an. Ça va terminer à la même date que prévu initialement. Là. Super. Bien, merci beaucoup, messieurs, pour votre temps cet après-midi. C'est bien apprécié. À tous, si vous avez des questions additionnelles, gênez-vous pas, vous allez recevoir un courriel d'AMS Solutions, comme à l'habitude, après ce webinaire-là. C'est le temps de nous répondre et de poser vos questions. Si jamais il y a quoi que ce soit, ça nous fait plaisir de vous accompagner dans votre réflexion sur votre sécurité. Merci, messieurs. Merci, Bernard. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. À la prochaine.